Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire sa propre thérapie. Que pouvez-vous nous dire sur ça? D'abord, je pense qu'il faut expliquer aux patients, ou aux personnes qui font sa propre thérapie d'ailleurs, euh, en quoi ça consiste. C'est une définition assez concrète, puisque ça consiste à mieux réagir donc à ses ennuis. Ce que moi j'appelle un ennui, c'est un environnement dégradé, un environnement de vie dégradé. Un environnement de vie dégradé, c'est-à-dire un environnement avec un mode d'emploi de cet environnement qui n'est pas plaisant, qui est difficile à supporter. C'est très difficile à définir un environnement. Donc la seule solution qui est, c'est de donner des exemples d'environnements pour bien expliquer les environnements où on baigne. D'abord, il y a des synonymes, c'est-à-dire en fait on pourrait dire je suis dans une bonne situation, dans une mauvaise situation, dans une situation périlleuse, ou alors je suis dans un contexte favorable, défavorable. Il faut dire que la notion d'environnement a été préemptée un peu par l'écologie. Et quand on pense à environnement, ben on pense la ville, la campagne, la pollution, etc. Alors la notion d'environnement, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que ça. C'est évidemment donc des environnements matériels, comme par exemple sa maison, quand on veut déménager parce qu'on veut changer d'environnement, ça c'est l'expression que les gens utilisent. Sa voiture, pourquoi pas, l'environnement, est-ce qu'elle marche bien, est-ce qu'il y a des embouteillages, mais il y a beaucoup d'environnements immatériels, cette fois-ci, qui posent problème et qui ont des modes d'emploi qui ne sont pas très agréables. À tout âge, il y a des environnements relationnels, hein. Il y a l'environnement scolaire, qui peut être pénible, l'environnement universitaire où les gens sont un peu dépassés parce qu'ils rencontrent beaucoup de gens qu'ils connaissent pas, l'environnement professionnel où il faut faire son trou, l'environnement amoureux où on ne sait pas comment s'y prendre, où on est seul. Donc, sous tous ces environnements-là, on leur secret. Il y en a qui se débrouillent plus ou moins bien dans les environnements parce qu'en fait, ils ont plus ou moins le bon mode d'emploi de cet environnement. Et à chaque fois donc qu'il y a un problème d'environnement, il y a un problème de mode d'emploi. Il faut que le mode d'emploi de cet environnement soit suffisamment agréable. Et faire sa thérapie, c'est faire appel à ce que j'appelle un réparateur de mode d'emploi. C'est-à-dire c'est la personne qui va soit nous donner des conseils. Elle a été initiée, c'est des trucs qu'elle sait sur le mode d'emploi, sur comment le mieux l'utiliser le mieux possible. Ou alors, c'est la personne, par exemple, si on prend un environnement matériel, qui va nous réaménager un appartement, qui va nous réparer la voiture, ou même l'exemple du corps. Le corps, c'est à tout âge, effectivement, on a un problème avec son corps. Alors, quel est le réparateur du corps? Le réparateur du corps, ça peut être un coach sportif, ou ça peut être un médecin qui, effectivement, nous donne des médicaments. Le coach sportif nous donne des modes d'emploi. Voilà, vous allez faire tel exercice, vous allez telle hygiène de vie. Le médecin, lui, c'est une intervention un peu plus matérielle, puisqu'en fait, il donne des médicaments. Voilà, il y a toujours cette notion, donc, dans la thérapeutique, de chercher le meilleur mode d'emploi possible quand on a des ennuis. On a des ennuis, l'environnement est dégradé, et pour bien supporter cet environnement, je cherche donc le meilleur mode d'emploi. Et quand je cherche le meilleur mode d'emploi, il y a toujours une étape qui est incontournable, c'est-à-dire je consulte une personne qui doit me donner le meilleur mode d'emploi. Alors finalement, ça ramène à ça, la thérapie, ça ramène au fait que on doit donc avoir la volonté de consulter cette personne et on doit prendre conscience, on doit réaliser effectivement lorsqu'on n'a pas envie, lorsque ça ne nous vient pas à l'idée, quand on a des blocages, pour consulter cette personne. Quel est le support que vous avez utilisé pour étayer vos propos? J'ai choisi le livre de Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, qui explique les différentes écoles gréco-romaines. Toutes ces écoles développaient une philosophie pour arriver à mieux vivre en communauté, pour arriver à mieux supporter les environnements de la communauté. Alors les environnements étaient un peu différents. Dans le monde moderne, on va parler de solitude, d'environnement, je sais pas, de difficulté du pouvoir d'achat, ou alors d'environnement déshumanisé, alors qu'à cette époque-là,
Il y avait des guerres, il y avait des pressions politiques, il y avait des notions de réputation, il y avait des notions d'honneur et de déshonneur. Enfin, l'organisation, le système de la communauté lui-même est à peu près toujours le même, hein, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la géographie. Mais il y avait des valeurs qui étaient portées par cette communauté, qui étaient différentes des valeurs maintenant. Et donc ces écoles de philosophie s'organisaient entre elles avec différents exercices. On a Philon d'Alexandrie qui a rapporté, par exemple, qu'ils avaient recours. On n'a pas de liste systématique bien établie, mais on sait que ils avaient recours à la lecture, à l'audition, aux soins des passions, voilà, des exercices solitaires ou des exercices à faire à plusieurs, pour essayer donc de se raisonner et de mieux supporter les désagréments de la vie. Ils avaient un terme, ils appelaient ça ataraxie. L'ataraxie, c'est effectivement le calme des passions. Ou bien, on aurait dit, il disait aussi une liberté intérieure, garder une certaine liberté intérieure face à tous les désagréments extérieurs de la vie. Moi, je traduirais ça dans mes propres termes dans le fait que on vit dans des environnements et on garde une certaine liberté par rapport à ces environnements. On arrête de se révolter contre les environnements. D'ailleurs, le terme spirituel, donc dans exercice spirituel, ça ne veut pas dire mystique, ça veut dire une élévation de l'esprit par rapport aux contingences de l'esprit, prendre de la hauteur par rapport aux contingences de l'esprit. C'était une vraie philosophie, c'était pour de vrai, c'est-à-dire que c'était pas une simple réflexion, un plaisir d'échanger des concepts, non, c'était une véritable conversion, c'est-à-dire les personnes adhéraient à des principes de vie. Ça, c'est très important. Il y avait 4 écoles, il y avait qui avaient chacun leurs principes. Des fois, bon, il y avait des écoles qui s'inspiraient plus ou moins les unes des autres. Il y avait les stoïciens, il y avait les épicuriens, il y avait les cyniques et il y avait les sceptiques. Donc il y avait toujours une conversion, et Pierre Hadot insiste beaucoup sur cette notion de conversion, c'est-à-dire qu'il cite la phrase de David-Henri Thoreau, qui est un philosophe du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Walden. Voilà, il raconte, il a vécu 3 ans en solitaire dans les bois, il raconte sa vie dans les bois. Et là, il dit, de nos jours, il y a des professeurs de philosophie, mais il n'y a pas de vrais philosophes. C'est une perte de l'art de vivre. C'est assez typique, effectivement, de ce fossé qui peut exister entre un discours philosophique et des actes qui ne correspondent pas au discours. C'est ce qu'on dit habituellement, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Quel conseil proposez-vous pour aider les gens à faire leur propre thérapie? D'abord, je vais partir donc des stoïciens, puisqu'il y a une évidence qui est on ne peut changer que ce qui est sous sa responsabilité. Donc il faut prendre le plus possible de choses sous sa responsabilité, mais je voudrais approfondir ce concept de responsabilité parce qu'il n'est pas si facile que ça à comprendre et tout le monde n'est pas d'accord sur sa définition. Bon, je reprends des idées qui existaient déjà parce que selon enfin, on connaît la phrase de Lavoisier, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est quand même souvent les mêmes idées philosophiques qui cheminent. On les reprend, on les retraduit à sa façon. Voilà, où je pourrais citer aussi Anaxagore. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent de nouveau. On va repartir de cette responsabilité typiquement stoïcienne et on va voir comment on peut le développer. La première règle, donc, et ça, elle nous vient directement des stoïciens, c'est effectivement de dire penchez-vous sur ce qui dépend de vous, et acceptez ce qui dépend pas de vous. Voilà. Ce qui est pas gagné par avance, parce que il m'est arrivé souvent de rencontrer en consultation des patients qui disaient ben oui, voilà, comment voulez-vous que je sois bien dans le monde, comment voulez-vous que je sois bien dans ma vie? À partir du moment où il y a tous ces malheurs, ce que j'ouvre à la télé, j'entends les actualités,
j'entends tous ces malheurs, ça va pas du tout, etc. Je peux pas être bien. C'est un peu bêtant pour moi parce que je vois pas comment il pourrait se soigner dans la mesure où, de toute façon, c'est pas lui qui va venir à bout de la famine, de la maladie, du malheur, etc. Alors il va me répondre oui, mais quand même, si chacun y mettait un peu sa contribution, je crois que le monde serait ailleurs. Alors ça, c'est un piège, voilà, parce qu'on sort du discours thérapeutique et on entre dans un discours humaniste et politique qui est vrai, parce qu'il dit dans le monde des choses inacceptables. Mais ce n'est pas le discours de la thérapie. Le discours de la thérapie, ça consiste à faire valoir ses droits tout en tenant compte des droits des autres. Bien sûr, parce que sinon on est complètement égocentrique, on est inefficace. Mais ça consiste quand même à faire valoir ses propres droits. C'est un peu comme en médecine, quand on soigne son corps, eh ben on soigne pas le corps du monde entier. Le deuxième point que je voulais soulever avec vous, c'est d'arrêter donc de confondre sa situation avec la situation d'un autre. C'est ce qu'on trouve fréquemment. Les gens ont tendance à s'identifier à des enfants, ils se rappellent leur enfance. Or, de toute évidence, ils ne sont plus des enfants, ils ne subissent plus comme les enfants, ils sont libres, donc on n'est plus du tout dans une situation d'enfance. Troisièmement, vous ne devez pas confondre être responsable de ses actes et se sentir coupable de ses actes. C'est deux attitudes qui sont très différentes. Quand je me sens responsable de mes actes, je prends acte de mes actes et je les répare. Et je les répare sans souffrance particulière. C'est mon devoir de le réparer, je le fais. Quand je me sens coupable, c'est comme si je reniais en fait l'importance de mes actes et je préfère encore être puni qu'avoir à réparer. Le quatrième point que je voulais souligner, qui est lié au point précédent, c'est arrêter de vous punir. C'est très important, vous n'êtes plus des enfants. On punit les enfants parce qu'en fait, ils ne sont pas aptes à réparer. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent quand même être punies, qui préfèrent souffrir plutôt que de réparer. Elles se disent, voilà, je vais en baver, je vais payer, c'est le principe de la mortification, hein, je vais payer. Donc à ce moment-là, je considère que je serai quitte par rapport à ce que j'ai fait. C'est à peu près la même pensée magique un peu qu'on trouve dans les regrets et les remords, c'est-à-dire je repasse mon passé, j'ai des regrets, j'ai des remords, et c'est comme si avec les regrets et les remords, je faisais donc amende honorable, et j'étais quitte et je pouvais déraciner donc les causes de l'avenir. Je pouvais effacer le passé, ce qui déracinait donc les conséquences fâcheuses de l'avenir. Le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est que c'est toujours à vous de réparer. C'est clair. Bien sûr, vous allez vous poser la question, vous allez dire mais donc non, c'est pas de ma faute si j'en suis arrivé là, c'est la faute des autres. Cette situation, je l'ai pas choisie, c'est les autres qui m'ont mis dans cette situation-là. Peu importe. Peu importe de qui c'est la responsabilité, puisque c'est toujours à vous de réparer, puisque personne ne réparera à la place. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère l'expression ce qui est réparable plutôt que ce dont je suis responsable. Parce que c'est plus clair, c'est à moi de réparer. Sixièmement, vous devez considérer que vous n'êtes pas totalement responsable de votre passé, malgré les illusions. Alors pourquoi vous n'êtes pas totalement responsable? Parce que certes, c'est vous qui avez agi, c'est vous qui éventuellement avez fait des erreurs. Oui, mais voilà, maintenant c'est passé, vous pouvez plus le réparer et vous pouvez plus le changer. Vous ne pouvez plus changer que l'avenir. D'où l'idée qu'on n'est plus totalement responsable du passé et donc il vaut mieux s'attaquer à l'avenir. Le septième point, c'est d'arrêter de penser qu'on porte son passé comme un fardeau sur les épaules. Ça, c'est fondamental, puisque ce qui nous pose problème, ce qui nous préoccupe, c'est pas ce qui s'est passé et qu'on porterait comme un, je sais pas, toutes les métaphores existent, hein, comme une blessure, comme une cicatrice, etc. Non, c'est pas ça. En fait, ce qui nous préoccupe, c'est un conflit de volonté qu'on a. C'est-à-dire, on sait qu'on doit réparer, on sait qu'on doit y passer en quelque sorte, voilà, on sait qu'on doit consulter des réparateurs, mais on refuse de le faire.
Parce que on n'est pas certain de leurs croyances, on n'est pas certain de leur coopération, on n'est pas certain de tout ça. Et c'est comme si on n'avait pas envie de faire des compromis avec les réparateurs, on n'avait pas envie d'accepter l'incertitude. Le 8e point, c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a dit sur les problèmes que posait le passé. C'est-à-dire définitivement, il faut se tourner vers les réparations d'avenir. On peut parler du passé, on peut introduire ce qui s'est passé, on peut introduire les causes de ce qui arrive maintenant, mais quand même, il faut laisser une grande place à se tourner vers l'avenir et à toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour réparer notre avenir et les personnes qu'on va consulter pour réparer l'avenir. Et le 9e point, le 9e point, c'est un peu le corps de la thérapeutique, parce que dans le 9e point, vous allez prévoir donc toutes les stratégies différentes, et vous allez vous apercevoir que vous êtes bloqué, vous voulez pas, qu'il y a différents niveaux où vous êtes bloqué. Soit vous êtes bloqué parce que vous imaginez même pas qui vous pourriez consulter pour avoir un meilleur mode d'emploi. Dans ces cas-là, vous êtes, on pourrait dire, plutôt perdu. Ensuite, vous avez des gens en tête, vous imaginez des chemins, vous imaginez des passages. Voilà, mais vous vous dites, mais non, ça va pas marcher, ils vont pas être d'accord, ils vont me refuser, je vais arriver à un résultat encore pire que précédemment. Ou bien il y a la 3e étape, c'est-à-dire vous allez trouver les personnes, vous allez les aborder plus ou moins avec plus ou moins d'adresse. Et très vite, donc, vous n'allez pas bien vous y prendre et vous allez faire foirer la consultation. Et après, donc, à la limite, vous allez vous dire, voilà, si j'avais su, j'aurais pas consulté, je me serais pas montré aussi présomptueux et je me serais tenu à l'écart et j'aurais subi sans rien faire. En résumé, on a vu aujourd'hui que comme tout le monde, nous avons des soucis, qu'il faut bien réagir aux soucis, c'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à aller voir ce que j'ai appelé des réparateurs pour obtenir le meilleur mode d'emploi de cet environnement dégradé. Et en même temps, on n'est pas dupe, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a un conflit de volonté et qu'on n'a pas envie de faire des compromis et qu'on n'a pas envie de solliciter un certain nombre de réparateurs. Alors du coup, si on le fait pas, on est puni 2 fois, c'est-à-dire on est puni une première fois par l'environnement dégradé et on est puni une seconde fois parce qu'on répare pas cet environnement dégradé.